reconnaissent le prix des choses, pas leur valeur. Ben, j'ai l'impression que nous sommes tous cyniques, autant que nous sommes si nous considérons que les entreprises qui existent de par le monde ne doivent être évaluées que par leurs fondamentaux financiers. Quand bien même ces fondamentaux financiers doivent être solides, robustes, fiables. Ça me rappelle qu'on en parlait ce matin dans un comité de direction générale. Il paraît que pendant la crise d'Enron, quelqu'un a présenté, on dit j'ai tellement peu confiance dans les chiffres que désormais même les paginations, je m'en méfie. C'est pas mal. Donc, la robustesse et la fiabilité des chiffres financiers est essentielle, mais il n'y a pas que cela. C'est-à-dire, toutes les énergies de génération de valeur sont dans tout ce que nous entreprenons, d'abord pour soutenir, pour faire en sorte que cette création de valeur puisse être étayée, c'est-à-dire qu'elle ne risque pas d'être brutalement rompue, et pour libérer d'une valeur supplémentaire à l'avenir. Je crois que, arriver par conséquent, et je pense que, heureusement qu'il y a des initiatives mondiales, en tout cas nous sommes très internationalistes dans ce cas de figure, nous considérons qu'il n'y a pas de modèle maroco-marocain. Nous adoptons des approches internationales. Le fait même de faire appel à une agence de notation extra-financière européenne, comme effectivement Digio Iris, le démontre. Je crois que la manière de reporter et d'aller chercher tout ce qui contribue à une création de valeur qui n'est pas seulement financière, va faire que, peut-être même politiquement, je pèse bien les mots, on va se rendre compte qu'on va concilier dans les organisations, on va concilier beaucoup de tensions qui existaient auparavant entre ceux qui sont adeptes de la création de valeurs strictement financières pour l'actionnaire, qui se mesurent en ROI et en ROE, Return on Equity, Return on Investment, et ceux qui seraient la fleur au fusil, en imaginant qu'on va raser gratis, et qu'il faut ne pas tenir compte, il faut même aller vers la décroissance. Je fais exprès de caricaturer pour dire que la mise en œuvre de la RSE et de ses différentes dimensions, celle de 26 000 km en TP, ce sont ces domaines, justement permet de rassembler tout ce monde-là. Parce que quand vous allez reporter de ce que fait une entreprise et qu'on se rend compte qu'elle tient compte de ses parties prenantes, pas seulement de ceux, par exemple, nous, qui font notre commune raison d'être, c'est eux qui nous permettent de fonctionner, c'est les clients. Ceux qui nous permettent de fonctionner, ce sont nos capital humain, mais également tous ceux qui ne sont pas directs, nos partenaires, ou visiblement directs, alors qu'ils sont très directs. Nous faisons beaucoup de mal ou de bien en agissant comme nous agissons dans le périmètre dans lequel nous avions, et comme ce sont des entreprises comme les nôtres qui sont panafricaines, mais c'est une responsabilité considérable. Et moi je garde à l'esprit en tout cas, et j'essaie de le partager parmi les proches et les collègues, c'est qu'au top de tout cela, la réputation. C'est vrai, est-ce que, petite question, réponse rapide, est-ce que vous parlez de votre démarche de responsabilité sociale dans votre comité de direction? Oh que oui. J'ai, à l'heure actuelle, elles sont là, Madame notre responsable du pôle gouvernance des groupements groupes et secrétaire du comité de direction générale, régulièrement, pas seulement du fait de ses fonctions de secrétariat du comité, mais également régulièrement, nous rendons compte, ils rendent compte, d'ailleurs plusieurs sont là, de ce que fait ce que nous faisons en responsabilité sociale. Mieux que cela, le choix fait par le président Asmel Mejoula, en recrutant entre guillemets une administrateur femme, Madame Adil Ibrahim, qui est la fille de M. Mo Ibrahim, de fameuse fondation Mo Ibrahim, et qui n'est pas financière. Elle a fait des études de philosophie, d'ethnologie, et c'est une dame qui est la cheville ouvrière de cette formidable fondation qui fait beaucoup de bien en termes de classification des pays à travers le monde, de gouvernance. Madame Adil Ibrahim est là justement pour nous assurer, si besoin est, que ces questions de responsabilité sociale d'entreprise font désormais partie des débats au sein du Conseil d'administration. Merci. Monsieur Marcel Cobius, vous parlez de responsabilité sociale au comité de direction? Est-ce que c'est un sujet de direction? Oui, bien sûr, bien sûr. Je dirais on va même au-delà de cela. Nous gérons le business annuel sous ce qu'on appelle un management cycle. Commencez avec les vues stratégiques, ensuite vous regardez vos plans de performance, ensuite vous avez vos plans de ressources humaines, et après vous avez le budget. À chaque étape, le sujet RSE, le développement durable, a sa participation.
Du coup, vous êtes au comité de direction pour faire le suivi des plans d'action, vous regardez le progrès des différents KPIs. Mais c'est pas suffisant, parce que la démarche RSE doit être incarnée pas par une seule équipe de top, mais à tous les niveaux. C'est l'affaire de tous. C'est pour cela que nous avons par exemple des comités RSE trimestriels avec l'ensemble des directeurs de sites et nous leur demandons d'avoir la même chose au niveau de chaque site. C'est pour cela que nous avons des comités trimestriels avec les parties prenantes. Voilà, au niveau de chaque site avec les douanes, la commune, voilà le premier cercle. Cette affaire de tous qui fait qu'aujourd'hui la RSE est une valeur, ça fait partie de l'ADN, de la culture et qui est promue par la direction. Même lors des recrutements, aujourd'hui, nous avons déjà la génération millennials qui nous pose des questions, où êtes-vous sur la responsabilité sociale, mais nous aussi on pose la question, où êtes-vous sur le bénévolat, est-ce que vous serez intéressé, etc. Ça fait partie de vos critères de recrutement. Oui, la santé et sécurité et aussi leur intérêt pour contribuer. Très bien. Et dans les référentiels d'évaluation on a parlé de vous tout à l'heure, mais des autres dirigeants, etc., vous avez des indicateurs pour fixer par exemple les bonus des cadres, etc. Il y a des indicateurs? Il y a des évaluations régulières qui intègrent ces facteurs-là. D'accord. Vous avez un très bon dialogue social dans l'entreprise. Vous avez de bonnes relations avec le syndicat, ça se passe bien. Comme Vigéo a accès à tous nos... À quoi c'est Je pense que c'est grâce à une extraordinaire équipe qui est là ce soir. Vous avez des syndicalistes particulièrement gentils? Il y a notre directrice ressources humaines et Jamal qui a dit. Et je pense que c'est lié à un dialogue social permanent. D'accord. Un climat de transparence. Et aussi un partage de valeurs. Je salue aussi la présence de Clara Nachiche, qui est notre directrice d'audit. Ce mois, voilà, le mois de juin, c'est le mois où nous promouvons aussi la valeur d'intégrité autour de nos collaborateurs. D'accord, donc c'est quoi? Autour d'un code de conduite? Un code de conduite, des affaires, le lancement d'une ligne d'intégrité. Et ça fait aussi partie de cette démarche RSE. On implante d'abord les collaborateurs. Je vais rebondir à partir de ce que vous venez de dire vers CG. L'intégrité, la responsabilité, l'évaluation des cadres, des dirigeants. Finalement, cette notion de responsabilité, parce qu'on dit responsabilité sociale des organisations, responsabilité sociale d'entreprise, responsabilité sociétale, les mots ne sont pas encore stabilisés, mais les mots ne sont jamais innocents. Et que derrière chaque expression, il y a des visions. Selon vous, est-ce que, parce que dans les années 50, on parlait de responsabilité sociale des actionnaires. Après, on a parlé de responsabilité sociale de l'entreprise. Mais fondamentalement, celle du dirigeant. Est-ce que vous pensez que le dirigeant, en tant que dirigeant, a une responsabilité? Bien entendu. Et laquelle? Si vous pouvez pour moi, le dirigeant a déjà la responsabilité de développer ses collaborateurs, de les aider à monter en compétences. À grandir. Voilà. Il a une responsabilité aussi en termes de développement de l'égalité genre. À la bourse, nous pratiquons évidemment l'égalité genre, puisque nous avons aujourd'hui 53% tout à fait. De femmes et 47% d'hommes aux effectifs de la bourse, et 40% en termes d'encadrement femmes et 60% hommes. Donc on est en train, je pense qu'on a fait quand même pas mal de progrès, parce qu'il y a tout juste 4 ans, nous étions à 35% de femmes et 65% d'hommes. On a renverser cette tendance. Donc, cet indicateur est très mauvais pour la table ronde. Ce soir, nous avons un taux de fiabilité de la table ronde qui est à 0%, mais à la décharge de RSO et de Aziz Delj, beaucoup d'invitations ont été adressées à des femmes dirigeantes qui pour diverses raisons, n'ont pas pu être là. Voilà. Mais ça n'enlève rien au plaisir de vous avoir chacun. Parce que vous êtes tous aussi porteurs de cette valeur d'égalité. Et nous avons aussi la responsabilité du dirigeant, c'est de respecter aussi les valeurs de l'entreprise. Nous avons à la Bourse de Casablanca un certain nombre de valeurs qui ont été définies par l'ensemble des collaborateurs. On a fait des focus group, comme à l'image de la Farge aussi, et ces valeurs, c'est responsabilité, éthique,
Solidarité, transparence, équité. Et on a rajouté également respect. Co-construit avec les équipes. Donc il y a une des dimensions du management qui, justement, consiste à les évaluer sur le respect de ces valeurs d'entreprise. Et c'est normal. Très bien. Il faut que chacun porte les valeurs de l'entreprise. Derrière la notion d'évaluation. Par exemple, l'évaluation des collaborateurs, pour moi, l'équité est fondamentale. Ouais. L'équité n'est pas l'égalité. Il ne s'agit pas de dire tout le monde est pareil, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non, c'est pas. Ça n'empêche pas. Tout le monde peut être beau, tout le monde peut être beau. Et voilà. Mais l'équité consiste aussi à pratiquer la différenciation. Donc ça fait partie aussi des valeurs. D'accord, c'est de reconnaître et récompenser la performance. Exactement. Récompenser la performance, pour moi, c'est essentiel dans toute organisation. Et bien sûr, les valeurs RSE font partie aussi des dimensions qui sont évaluées à chaque au cours de l'exercice. Alors oui, est-ce qu'on ne peut pas imaginer d'entreprise responsable sans dirigeants responsables? C'est essentiel. C'est essentiel. C'est essentiel. Je pense que mais la question, d'accord, c'est comment vous la transmettez. Est-ce que vous avez le sentiment de transmettre vos J'espère. Parce que j'essaie tous les jours de donner du sens à ce que font les gens. Le sens, c'est le pourquoi je fais ça. Ça c'est vraiment l'essentiel. Le deuxième élément, bien sûr, faire grandir les personnes à travers le développement des compétences. Mais pas seulement, le développement personnel aussi est vraiment important. Vous voyez, donc tous les jours, ma responsabilité, c'est aussi à travers cela, parce que le résultat de tout ça, c'est la pérennité de l'entreprise. En tant que dirigeant, je suis actionnaire principal, bien sûr. Ma responsabilité, c'est que l'entreprise dure après moi. Moi, je suis juste de passage. Magnifique. C'est vrai, vous avez grandi, si je puis dire, à côté d'un grand homme, charismatique, avec un leadership exceptionnel sur la place. Et en même temps, vous avez affirmé, vous l'avez porté, vous avez incarné cette notion de responsabilité dans tout l'écosystème qui entoure BMCE. Vous avez fait reconnaître les valeurs de responsabilité sociale de la BMCE. C'est quoi la responsabilité du dirigeant? Si vous aviez un jeune dirigeant qui commence, ou un jeune entrepreneur, vous lui diriez quoi? Qu'est-ce que vous lui conseilleriez? D'abord pour nous, c'est très certainement, et c'est une formule peut-être reculée, mais lead by example, dirigé par l'exemple. Donc il faut incarner les valeurs qu'on est censé faire respecter au sein de l'entreprise. Mais si effectivement on devait évoquer ou avoir la prétention de donner des conseils à des entrepreneurs, j'ai eu le plaisir d'être dans un panel d'HEC à Paris et on m'a demandé en deux mots vraiment, qu'est-ce qu'il s'agit de dire d'abord à l'entrepreneur comme conseil. Alors je les reprends, et ensuite je réponds à votre question. Ça ferait les P2 pour ne pas utiliser les 2 P. Ça serait passion et persévérance, déjà, pour qu'ils puissent entreprendre, être passionnés et persévérer. Et donc, je dirais que l'échec est le meilleur conduit, et un des plus importants conduits vers le succès, en tout cas, si on en tire les leçons, les échecs. Non, mais sérieusement, pour revenir je crois qu'il peut considérablement augmenter ses chances de réussir dans cet entrepreneuriat si précisément dans ces domaines de cette responsabilité sociale d'entreprise, avec l'indigence des moyens dont il dispose, pouvoir se poser la même question que vous nous avez posée aujourd'hui, ce matin. À quoi et en quoi ce que je vais entreprendre va servir la communauté? C'est commercial, ça n'a pas besoin d'être, je dirais, mécénal. Et je crois que cela c'est extrêmement clair, parce que si c'est à quoi je vais servir, c'est m'empiffer les poches, non, c'est mal parti. C'est d'être avec tous les signes extérieurs de richesse dans 3 ans ou 5 ans, c'est mal parti. Mais justement dire en quoi puis-je être utile
à ma communauté, non pas utile au sens, là c'est au sens commerce, c'est en quoi ce que je porte comme projet, hein, donc technique très précise, mon produit très précis va être utile à la communauté qui se trouve être en l'occurrence une communauté, peut-être qu'elle est juste à côté de lui, c'est donc une proto-proximité, ou peut-être réplicable à niveau national, ou peut-être même réplicable au niveau international. Donc je crois que cet aspect est fondamental. Et partant, une fois qu'il s'est effectivement imprégné de en quoi il va être utile, son produit, ou ce qu'il va rendre comme service, c'est précisément, et on se l'est dit également dans ce panel qui était dédié à l'entrepreneuriat, même si je ne suis pas entrepreneur, mais je considère que plusieurs d'entre nous ici présents, de mes proches, sont des intrapreneurs, c'est-à-dire ceux qui prennent des responsabilités, de l'audace. Dans la filière RSE, c'est typiquement des intrapreneurs, mais également dans tous ceux, et j'ai le plaisir d'accueillir des gens de notre banque d'entreprise, de l'international, c'est Blatir Benihia, dans leur style. C'est aussi des entrepreneurs quand ils convainquent la clientèle d'aller vers la finance durable, la finance climat, etc. Mais pour revenir à cet entrepreneur, justement, c'est donc de se définir des objectifs atteignables, très précis, et donc avoir la chance d'avoir des wins, autant que possible quick, mais qui seront moins quick, parce qu'il faut s'imaginer qu'en étant aussi utile à la société, en se posant cette bonne question, en faisant de l'empathie, en étant à l'écoute de ces parties prenantes. Ces parties prenantes, les premiers sont son client, mais ça peut être son banquier, à qui il faut se mettre dans ces choses pour parler son langage, non pas devenir aussi banquier qu'il est, mais avoir la capacité de le convaincre, et donc d'être charismatique, d'avoir des talents de communication, non pas nécessairement avec du français très châtié, mais l'idée d'avoir les idées claires de vers quoi, quel est ce projet qui le porte, qui le passionne, et qui va donc faire en sorte qu'il va pouvoir réussir. Voilà un petit peu, moi, pour ma part, ce qui me semble être des conseils. Merci. Alors, c'est Hassan, même question. Un conseil du haut de ta jeune expérience à quelqu'un qui commence en responsabilité sociale. Moi, le conseil que je donnerais à un jeune entrepreneur, c'est j'aimerais bien reprendre, si vrai, me permet, la notion de passion. Et je pense que la passion fait avancer les choses. Mais également, quand on commence jeune, et quand on commence tôt, il faut aussi faire les choses by the books, ce qui nous permet d'être beaucoup plus sûr de pouvoir avancer par la suite. Gagner de l'argent, ce n'est pas vraiment le but unique d'une entreprise, bien entendu. Il faut pouvoir le faire et construire quelque chose de plus solide et de plus pérenne, et par conséquent, déjà être en conformité, qui me paraît une notion essentielle. Et je voudrais rebondir également sur... Moi, je suis fasciné d'entendre ça, que gagner de l'argent, c'est pas le but, c'est un moyen. C'est la moyen. En fait, c'est une conséquence. Si je fais bien mon job, je gagne. Aujourd'hui, l'impact de la RSE, en tout cas dans notre groupe, ça a été de travailler avec des groupes anglais, tous les supermarchés anglais avec qui on travaille, attacher une attention particulière à ce qu'on fait au niveau de la RSE. Par exemple, au niveau de l'économie de l'eau, on a un projet qui est très innovant et assez unique au Maroc, puisqu'on réutilise dans les cultures de tomates, on irrigue en hydroponique, donc en dehors du sol, et toute l'eau qui n'est pas utilisée par la plante est récupérée et recyclée. Une de rien, ça nous fait une économie de 35 à 40% d'eau par an. Vu les superficies, on est pratiquement aujourd'hui à 1 million de mètres cubes d'eau, 1 milliard de litres qu'on économise par an en eau. Et tout ça, ça n'a pas un impact financier direct par rapport à nos clients et à notre pérennité, mais ça a un impact clair au niveau de notre pérennité. On est dans une région aride et on pompe de l'eau de nos sols, et clairement le fait de faire cet effort, parce qu'il s'agit d'un effort technique et financier, nous permet d'espérer une plus grande longévité. Maintenant, je pense que également il y a une responsabilité de la part des donneurs d'ordre, et tout à l'heure c'est elle qui l'a mentionné. Il faut être debout dans ce tango. On peut vouloir faire de la RSE, mais si le donneur d'ordre n'en est pas conscient et ne donne pas les moyens, puisqu'à la fin il s'agit aussi de faire. Il faut une volonté, mais il faut aussi des moyens. Et là, il y a quand même une responsabilité de la part des donneurs d'ordre qui est très importante, qui n'est peut-être pas assez présente ici. Même en Angleterre, ils disent on veut, et quand il s'agit de négocier des prix, ils oublient que toutes ces actions coûtent de l'argent. C'est vrai.
Et ça, je pense que c'est un véritable souci. Certaines sociétés le comprennent. Il y a par exemple un supermarché hollandais qui s'appelle Albert Heijn, qui, à l'instar de ce que fait la BMCE, dédie une partie de son bénéfice à des actions sociales en Afrique. Donc tout ce qui est fait en Afrique avec ses fournisseurs africains, ils financent à 50%. Mais d'autres supermarchés disent on veut que vous voyez ceci, on veut que vous soyez cela. Mais à la fin, parfois, ils vous comparent avec d'autres qui ne le font pas. Et ça, je pense qu'il y a un véritable souci. On appelle des injonctions paradoxales. C'est-à-dire qu'on dit... Il y a Walmart avait connu de très grosses difficultés sociales il y a quelques années. Et puis il y avait un commentateur de CNN qui avait une phrase qui m'avait marqué. Il dit quand vous achetez un sweatshirt à $1, à quoi vous vous attendez que tout a été mis en place de manière totalement... Tout ça, il y a un coût. Et il faut une volonté de la part de tous pour pouvoir le faire et que toute la chaîne soit pérenne. Et merci pour ce témoignage et cette réflexion très réaliste, parce que, en fait, on n'est pas dans un monde idéal, et qu'il y a des contraintes, et il y a aussi parfois des gens qui ne jouent pas le jeu de la concurrence et qui essayent d'être au-dessous des standards pour se donner des avantages compétitifs. Le fait est que ça n'est pas vraiment durable. Aujourd'hui, on a quand même des illustrations de success story. La preuve est faite que, comme le disait Sébrahim et c'est Karim, la responsabilité paye quand même sur le long terme. Ceci dit, il faut quand même faire attention aussi au social washing, au greenwashing, où les gens dépensent 10 en action et 100 en communication ou encore beaucoup plus. C'est le rôle d'une agence. Et ça, je pense que chez nous, et de les dégrader. Oui, il y a aussi, à la fin, ce qui paye, c'est NIA. D'accord, voilà un nouveau concept de responsabilité sociale aussi, la notion de NIA est difficile à... Je le crois sincèrement. Quand on a fait Sanadi, on ne l'a pas fait pour faire plaisir à nos clients, on l'a fait parce que vraiment on était profondément et sincèrement émus par la difficulté que nous vivons aujourd'hui. Et ça nous a... J'ai du mal à vous traduire la notion de NIA. La bonne intention. La bonne foi, la bonne intention. C'est pas quelque chose pour... Non, on fait quelque chose parce que véritablement on le ressent profondément et c'est comme ça que ça peut marcher. Quel conseil donneriez-vous en dehors de votre entreprise, M. Cobus, à un jeune cadre ou un jeune entrepreneur sur ces concepts-là et sur le lien qui a été évoqué, le lien entre la performance, le profit, la démarche Beaucoup ont été dit, les mondes sont très riches, je suis parfaitement aligné, moi j'ai appris aussi des choses. Je pense qu'il y a toujours les deux conseils. Soyez convaincus, mettez du cœur, voilà. La démarche n'est pas complète si la dimension sociale ne se rajoute pas à cette dimension business. Et après, soyez rigoureux. Parce que la RSE derrière des process, des approches, de la communication, de l'appropriation, de l'incarnation. Le fait que l'ensemble de management, des équipes, portent cette démarche, c'est l'affaire de tous. Et mon témoignage aujourd'hui, c'est plutôt on se donne des indicateurs business, on crée aussi un impact sociétal ou d'environnement très important. Vous savez, la RSE, le développement durable, ça différencie commercialement. Et nous, on s'est donné comme objectif 2020, et nous avons des objectifs même à 2030, d'avoir un certain pourcentage de notre chiffre d'affaires sur des produits qui ont une faible empreinte carbone. Et mon avis, au niveau groupe, aujourd'hui nous sommes à 6%, en 2020 on va être à 15%, et en 2030 on va être à 30%. Voilà. C'est là la RSE qui est un license to operate, un permis d'opérer, et en même temps ça cache des opportunités de se différencier commercialement qui sont aussi très longues. Merci. C'est vraiment on atteint le tout dernier point. Ibrahim avait abordé la question, celle du reporting, en disant il faut reporter, il faut informer. Et ce que vous dites avec les indicateurs, la mesure des progrès,
l'évaluation, il y a une dimension qui est importante en responsabilité sociale, c'est celle de la reddition. En responsabilité sociale, il faut rendre compte, pas seulement financièrement, il faut aussi rendre compte de ses impacts sociaux, de ses impacts environnementaux, de ses relations avec les différentes parties prenantes, etc. Donc cette idée de reddition, elle est importante. Est-ce que vous la pratiquez? Vous avez un reporting associé à quand vous faites votre rapport de gestion, votre rapport annuel, vous faites aussi un rapport de responsabilité sociale. Et vous pouvez nous en dire quelques mots sur ce rapport, comment vous faites, quel temps vous lui consacrez C'est des indicateurs qui sont déjà définis bien avant, avec des méthodologies qui sont basées sur des standards internationaux, sur leur définition. Et nous regardons, probablement la première année, vous êtes en starting block, du coup, vous mettez toute l'organisation au travail sur ce type d'indicateurs, et ensuite, vous les communiquez d'abord aux collaborateurs, ensuite aux parties prenantes, et après vous faites la communication à l'extérieur, justement pour éviter ce qu'on appelle le greenwashing ou le social washing. Nous regardons par exemple deux types d'indicateurs, le nombre d'actions proactives. Vous n'avez pas la réclamation d'une communauté avoisinante, mais vous êtes déjà proactif par rapport à des besoins déjà identifiés. Également le budget, la réalisation d'un budget qui est associé aux activités. Et après, c'est tout sortes des indicateurs comme le CO2 par tonne, le nombre de produits à faible empreinte carbone. Et cela fait que toute l'entreprise est concernée par des indicateurs spécifiques qui finalement donnent du sens et qui remplissent cette raison d'être d'apporter des solutions tout en gardant une dimension sociale et environnementale très forte. Merci. Ça donne du sens et de l'objectivité à l'engagement et à son évaluation. C'est vrai, vous avez aussi un reporting fort, la BCE. Oui, tout à fait. Nous avons commencé. D'abord, on a commencé depuis bien longtemps à faire, disons, un reporting qui n'était pas structuré selon les standards, et nous avons été la première à faire un rapport social, en plus du rapport annuel, distinct du rapport annuel. Et puis en 2013, on a commencé avec le format de GRI, n'est-ce pas, qui est donc une norme internationale, et nous avons même le dernier rapport qui va sortir, nous sommes sur le point pour ma part, je viens de le corriger, on va voir la version, je dirais, qui était déjà vraiment fin prêt. La dernière correction, nous le ferons au dernier standard, au dernier data de ces GRI qui s'appelle GRI standard. Donc il y a plusieurs centaines, enfin 100 et quelques 168, je ne sais combien d'indicateurs qui sont renseignés. Mais je pense, encore une fois, et j'étais très sensible au débat avec les spécialistes, avec mes proches dans ce domaine, qui montent en compétences, c'est le fait que nous devons absolument évoluer vers encore un format qui correspond à ce que je disais tout à l'heure pour ma part, cette conviction que, au-delà de la juxtaposition de ces indicateurs, c'est davantage qu'est-ce qui concourt à créer de la valeur. Et donc la valeur financière, certes, mais la valeur qui va être alimentée par tous les aspects qui sont pour l'instant un petit peu, allez, je vais être gentil, ostracisés dans le rapport social. Et donc, ce serait une révolution qu'un rapport annuel d'une banque puisse être fait selon ce nouveau format que vous appelez, vous les spécialistes, le rapport intégré. Je pense que vous pourrez, je n'ai aucun doute sur la capacité de la BCE à le faire. Si, Moulay Youssef, je vous ai vu demander la parole, vous l'avez. Allez-y. Et nous allons rapidement donner... Je vais répondre aussi à la question, mais aussi par rapport aux jeunes, si j'ai vraiment une recommandation à leur faire, c'est de ne pas le faire s'ils n'ont pas envie. Il faut qu'ils aient vraiment envie. Il faut qu'ils aiment ce qu'ils font, pour qu'ils puissent donner, comme a dit Sébraïm, au monde. Parce que le sens, c'est ça. Nous sommes ici, sur cette terre, c'est pas uniquement pour accumuler la richesse, c'est aussi pour pouvoir faire grandir les personnes. Donc ça, pour moi, c'est un élément important. La volonté, bien sûr, la persévérance, c'est très important. Maintenant, par rapport à la transparence, je voudrais vous dire aussi que pour une PME comme
comme celle que je dirige, nous avons créé il y a 3 ans, pour donner du sens à notre action, une fondation qui porte le nom de mon père, qui a un petit budget de 150 000 dirhams. Mais elle sert. Tout dernièrement, nous donnons à nos 70 salariés, nous donnons un sac pour Ramadan qui coûte moins de 300 dirhams. J'ai parlé à mon responsable financier, je dis, mais on aurait donné une enveloppe 300 dirhams, le sourire ne serait pas le même. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir créé cette fondation, un tiers est financé par les résultats d'entreprise, un tiers est financé par les salariés, un tiers par les actionnaires. Et tous les ans, nous faisons une espèce de conseil d'administration, d'accord, où nous montrons les résultats d'entreprise. Nous disons, voilà ce qu'on a gagné, et voilà ce qu'aujourd'hui, le budget qui est dégagé. Ben, le fait de leur donner ce panier-là, ben, ça donne beaucoup de sens aussi au travail qu'on fait ensemble. C'est clair, vous faites du paire de coups, en fait. Vous donnez le panier, mais vous donnez aussi les résultats d'entreprise. Et d'une certaine manière, vous faites de la reddition. Vous vous rendez compte des résultats d'entreprise. Tout à fait. Je pense que c'est ça aussi qui les satisfait. Et qui donne du sens au contenu du panier. C'est important. Ce que je voulais dire, c'est pas parce que faut faire $1 milliard de chiffre d'affaires qu'on peut faire la RSE. Même très petit, en particulier dans nos pays musulmans, arabes musulmans, nous avons cette possibilité-là que d'autres pays ne peuvent pas faire. Tout dernièrement, enfin, je vous donne un exemple. Je faisais partie d'une association de dirigeants français qui s'appelle EVH, qui est de développement au niveau du management. Vous voyez, donc nous avons des réunions une fois par trimestre. Et puis, à un moment donné, dans les réunions, je parlais de Inch'Allah. Je disais, Inch'Allah, etc. Ils disaient, mais Moulay, c'est quoi ça, Inch'Allah? Nous, on n'a pas d'Inch'Allah. Nous avons un curseur sur la rationalité. Nous ne connaissons pas les choses qui sont. Je vous assure, j'ai quitté cette association. Je suis venu au Maroc, et grâce à quelques amis, je suis aussi membre fondateur de la RSO, parce que ça m'a donné des idées aussi. Et en même temps, j'ai créé cette association ici au Maroc, qui s'appelle aussi EVH Maroc, c'est Entreprise Vivante par et pour des femmes et des hommes vivants, où des dirigeants viennent pour parler de leurs problématiques managériales, et ils sont coachés, bien sûr il y a un animateur, il y a une procédure, il y a un process bien identifié, mais ils viennent parler de leurs problématiques. Je vous assure, tout dernièrement, nous avons au mois de fin avril, ces dirigeants OVH qui me disaient à cette époque, mais pourquoi vous parlez de Dieu et de la religion? Ils sont venus pour nous écouter, on les a écoutés aussi. Jésus, Mohammed, etc. Voilà ce que dit la religion. On s'est rendu compte en fait qu'on parlait de le même sujet. Et la RSE, c'est aussi cela. C'est aussi cela. Voilà. C'est Karim, la responsabilité d'évaluer, la responsabilité de rendre compte. Quel avenir vous voyez pour ce type de... Moi, je pense que c'est quelque chose qui a un grand avenir, parce que dans le monde dans lequel nous vivons, de plus en plus, les investisseurs, les autres parties prenantes, les employés, les fournisseurs, les clients, tout le monde réclame des informations aux entreprises sur comment elles exercent leur responsabilité sociale. Et donc, effectivement, toutes les initiatives qui vont dans ce sens ne peuvent que contribuer à l'amélioration de cette dimension. Et d'ailleurs, au niveau mondial, nous l'observons. Les entreprises qui communiquent sur ces dimensions sont beaucoup mieux valorisées. Vous avez des fonds importants, j'ai mentionné tout à l'heure, 10 000 milliards de dollars qui sont dans des fonds qui veulent s'investir dans des entreprises qui reportent sur la responsabilité sociale, environnementale, gouvernance, etc. Donc il y a un avenir indéniable pour cela. Je voudrais finir pour rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure Sébrahim sur la persévérance, en vous citant une citation d'un grand monsieur qui était le président Coolidge, américain. Coolidge. Calvin, oui, c'est ça, oui, exactement. Calvin Coolidge, exactement. Il dit, rien dans ce monde ne peut remplacer la persévérance. Ni le talent, rien n'est plus commun que des hommes et des femmes talentueux, mais qui ne réussissent pas, ni le génie,
le génie incompris est presque un proverbe, ni l'éducation. Le monde est plein de personnes instruites mais désemparées. Seule la persévérance et la détermination sont toutes puissantes. Magnifique. Très bien, c'est avec détermination que je vais me tourner vers la salle maintenant pour accueillir vos questions. N'hésitez pas. Alors, ce que je vous propose, je vais commencer de la gauche vers la droite, c'est-à-dire de votre droite vers la gauche. Voilà, j'ai 2 questions à cette table. On va prendre des salles de questions. On va prendre 2, 3 questions à chaque fois. Réponse. Et on retourne. Alors, madame, monsieur, vous vous présentez pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Bien sûr. Bonjour tout le monde, je suis Irène Cardozi, directrice de FEMARA, Mission for Employment. Alors en fait, je voudrais d'abord donner un témoignage. Donc nous, on est une fondation qui est partie justement d'une valeur sociale qui est de l'insertion des jeunes dans des emplois durables et qui aujourd'hui apporterait valeur économique à l'entreprise dans la mesure où les jeunes qu'on insère en entreprise aujourd'hui restent plus longtemps, donc l'entreprise a moins de turnover et donc